C'est une revue de littérature qui porte sur les impacts des arbres en milieu urbain sur la qualité de l'air, la séquestration du carbone et la captation des eaux de pluie, un peu comme Emmanuel l'a introduit. Nous, on travaille donc, c'est mon collègue Vincent Gautret-Guyennet qui a beaucoup participé, dans le fond, à la rédaction du contenu des sections. Vincent, moi et Emmanuel, on travaille au CERFO, qui est le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy. C'est un centre de transfert technologique, un centre collégial de transfert technologique, un CCTT. Donc, on est affilié avec le Cégep de Sainte-Foy et ben, on travaille dans la foresterie, les arbres, dans le fond, dans tous les types de milieux, que ce soit en milieu agroforestier, en milieu urbain, comme dans le cas ici, ou en milieu naturel, plus foresterie traditionnelle. Euh, donc, je tiens à préciser là, encore une fois là, que ce travail-là bénéficie beaucoup là, de deux stagiaires mi-tax qui sont Étienne, qui est présent aujourd'hui, qui va présenter sa partie, puis David, qui ne pourra pas être présent, mais c'est Emmanuel qui va pouvoir présenter le travail que David a fait. Je tiens à préciser aussi, c'est David Grenier-Éon qui est à l'UQAM. Juste une petite introduction pour mentionner que ben, de plus en plus, on se rend compte que la forêt urbaine, c'est important pour la biodiversité, c'est important pour la régulation du climat, c'est important pour la qualité de l'air, la santé humaine, les eaux de pluie, la qualité de vie de tout le monde. Donc, de plus en plus, on souhaite on voit des initiatives là, pour avoir des plans pour accroître la proportion du verdissement, accroître la proportion des arbres en milieu urbain. Ça prend beaucoup de place dans les discussions, dans l'aménagement de nos villes. Mais pour faire ça, on a besoin, bien qu'on a quand même des bonnes indications, on a quand même pas mal de connaissances, on va se rendre compte, là, comme on va vous présenter dans la revue de littérature aujourd'hui, que on a besoin de plus de connaissances, plus de données, plus de connaissances pour bien intégrer l'arbre en milieu urbain. Donc, c'est afin de répondre à ces besoins-là que avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et maintenant de la faune et des parcs, on a démarré un projet en 2021 pour combler une partie des besoins de connaissances, faire un état des connaissances. Donc, il y a différentes phases de travail dans ce projet-là qui n'est pas terminé encore. La première phase de travail, c'est les revues de littérature sur 3 services écosystémiques. Donc, c'est vraiment le sujet dont on parle aujourd'hui. On a également une portion qui va faire de la modélisation dans iTree, qui est un logiciel développé par le USDA Forest Service, donc aux États-Unis, et qui permet d'estimer les services écosystémiques par les arbres urbains. Donc, on travaille avec iTree actuellement. On étudie, on fait des études de cas dans 3 villes québécoises, donc Victoriaville, Montréal et Québec. On est en train de faire ça avec Vincent d'ailleurs. Donc, c'est en cours, ces projets-là. Il y a une portion proposition de mesures de verdissement. C'est un gros rapport qui va colliger l'ensemble des résultats de ce gros projet-là. Et on termine aussi avec un projet pilote de verdissement. Juste pour préciser, dans le fond, aujourd'hui, on traite seulement de la revue de littérature qui est complété, qu'on est en train de finaliser le formatage du document, mais comme Emmanuel mentionnait, ça va être disponible à partir de demain. On va commencer à faire les envois là, à tous les partenaires du projet. Les deux autres étapes par rapport aux études de cas et la modélisation dans iTree, c'est en cours. On est pas mal avancé dans ces dossiers-là. Et les 2 dernières phases de travail vont être complétées d'ici l'automne 2023. Donc, on fera également probablement une présentation des autres résultats qu'il y aura dans ce projet-là. Je tiens à remercier tous les partenaires de ce projet-là. C'est vraiment un beau projet qu'on bénéficie de la participation justement du MELCCFP, de la direction sur les politiques, direction adjointe sur les politiques de la qualité de l'atmosphère, mais également d'autres divisions du ministère de l'Environnement. Il y a l'INSPQ aussi qui participe, Nature Québec qui travaille avec nous dans les études de cas, dans le projet pilote aussi. Euh,
On a deux stagiaires MITAX, comme je disais, donc financés par l'organisme MITAX à l'UQAM et à l'Université Laval, donc dans le laboratoire d'Alain Paquette à l'UQAM et d'Alison Munson à l'Université Laval. Et on a la participation de trois villes, donc la ville de Québec, la ville de Montréal et la ville de Victoriaville qui participent au projet. Euh, donc, la revue de littérature porte sur l'impact des armes en milieu urbain sur la qualité de l'air. Donc, on a trois chapitres. Je vous parle un peu de la structure de la revue de littérature. On a 5 chapitres au total. Donc, 3 chapitres portent sur la qualité de l'air. Le premier traite du verdissement et qualité de l'air. Donc, c'est en général les principaux polluants absorbés, les sources d'où viennent les polluants, c'est quoi leurs impacts sur la santé, ces choses-là. Le deuxième chapitre, c'est sur les mécanismes de captation des polluants par les arbres urbains. Et le troisième, les desservices écosystémiques, donc les enjeux liés aux arbres urbains, donc les arbres, on va le voir, là, qui émettent certains composés qui peuvent causer des problèmes, des enjeux de santé et de pollution. Donc, le premier chapitre a été écrit par Vincent Gautry-Guyénet, qui est mon collègue au CERFO, qui va présenter sa partie tantôt. On a également le deuxième chapitre qui a été écrit par Étienne, qui est l'étudiant de Alison Munson à l'Université Laval. Et le troisième chapitre, également écrit par Vincent, sur les émissions de pollen et de composés organiques volatiles. Ensuite, on a le chapitre numéro 4 qui porte sur la séquestration du carbone. Oh non, je crois que je les ai inversés. Non. Ça, c'est le chapitre 5. Donc, la séquestration du carbone, c'est la portion de David Grenier-Héon, qui est l'autre étudiant MITAX qui travaille avec Alain Paquette à l'UQAM. Et le quatrième chapitre, finalement, donc il faut le placer avant la séquestration du carbone, c'est la captation des eaux de pluie qui a également été rédigée par Vincent Gautry-Guyénet. Euh, donc, on faisait un petit topo du déroulement de la présentation. Emmanuel vous en a parlé tantôt. Donc, on va commencer avec les 3 premiers chapitres de la revue de littérature. On va passer environ 40 minutes sur cette portion-là. Puis, on va prévoir une période de questions qui va faire aussi une petite pause là, s'il y en a qui veulent aller chercher un verre d'eau, quelque chose. Après ça, une pause de 10 minutes, une période de questions de 10 minutes. Ensuite, on va enchaîner avec les 2 derniers chapitres, donc 15 et 20 minutes pour le chapitre 5. Et une conclusion. Je vais vous faire état de la conclusion et de la suite du projet aussi. Puis, on va terminer avec une période de questions. Donc, sans plus tarder, je crois qu'on est rendu au chapitre numéro 1. Fait que j'invite mon collègue Vincent à présenter. Je ne sais pas si Vincent, tu as encore de l'électricité. Est-ce que tu veux qu'on partage pour toi? Alors, d'après les prévisions d'Hydro-Québec, ça va revenir à 3h15, donc Ouf, peut-être OK. mieux de le partager Donc, pour moi. parfait. Je ferme celui-ci et je vais ouvrir l'autre. Donc, parfait. J'ouvre ça et je partage. Tu auras juste à me dire quand tu veux qu'on change les diapositives. Ça sera pas long. Et voilà. Donc, je te laisse aller, Vincent. Merci. Merci Samuel pour l'introduction. Bonjour à tous, ça va me faire plaisir de parler un petit peu des chapitres que j'ai pu rédiger dans ce projet qui a été captivant pour moi. Malheureusement, aujourd'hui, je dois faire face à des enjeux techniques d'électricité. Donc, pour le question de parcimonie de données, là, je vais couper ma caméra parce que je suis sur mes données cellulaires. Donc, tu peux changer, Samuel. Donc en fait, ce premier chapitre, il a pour but de replacer un petit peu ce qu'on entend par le lien entre le verdissement urbain et la qualité de l'air, notamment là, sans rentrer dans les processus physiologiques là, de la captation donc, qui a été fait par Étienne. C'est vraiment plus un chapitre qui a pour objectif de poser les bases là, un petit peu de la captation des polluants atmosphériques. Tu peux changer.
Donc, quelques chiffres d'abord, on s'en est tous rendu compte, je pense. La pollution atmosphérique, elle fait l'augmentation d'une attention croissante. Ça s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, parce qu'il y a vraiment une prise en compte là, de cet enjeu de santé publique qui est majeur. D'autre part, parce qu'avec la pandémie qu'on a traversée, il y a eu énormément d'articles de presse qui sont sortis avec des baisses de pollution atmosphérique associées à des baisses de trafic urbain, enfin de trafic autoroutier. Donc ça a fait une grosse émulation, là, je dirais, depuis 2019-2020. Il y a beaucoup d'articles de presse qui sortent actuellement. Au niveau mondial, on considère, enfin c'est l'OMS qui donne ces chiffres-là, on considère que 99% de la population respire un air qui dépasse les limites qu'elle a fixées pour toute une série de polluants. Et puis, on estime qu'au niveau mondial, toujours entre 7 et 14 millions de surmortalité est liée à ces problématiques de pollution atmosphérique. Pour ce qui est du Canada, 86% de la population respire un air donc, qui dépasse les limites de l'OMS, en particulier pour ce qui est des particules fines. Et puis, on estime que 56% de la population respire un air ambiant qui dépasse les limites donc, pour les oxydes d'azote. Santé Canada chiffre à peu près le nombre de décès liés à la pollution atmosphérique à 15 300 morts par an. Et puis, certaines études, comme celle de Brouwer en 2019, estiment qu'on parle d'une réduction moyenne de l'espérance de vie d'environ 6 mois. Peut changer. Donc, en fait, il faut bien avoir conscience qu'il y a une énorme disparité des concentrations de pollution. D'une part, entre les centres urbains et les zones moins denses, moins densément peuplées du reste du pays. Euh, Ce qui fait qu'en fait, ça peut donner l'impression que sur le portrait général, à l'échelle d'un pays aussi grand que le Canada ou d'une province aussi grande que le Québec, la pollution atmosphérique est globalement pas si alarmante que ça, mais en réalité, en fait, là où la population est très dense, c'est là où on va retrouver les concentrations les plus importantes également de pollution. Ce qui fait que même si géographiquement, ce n'est pas des surfaces très étalées, finalement, enfin, relativement par rapport à toute la superficie du pays ou de la province, on parle quand même de beaucoup de millions d'habitants là qui sont exposés. Par exemple, le fameux corridor Windsor-Québec, c'est à peu près 20 millions d'habitants. Puis c'est la région où on retrouve les concentrations de polluants souvent très élevées, donc une population qui est en général très exposée. Euh, Montréal et Québec, qui sont, donc là on zoome un petit peu plus sur le Québec, donc qui sont les deux très grands centres urbains qui connaissent des développements importants et un trafic routier dense, sont aussi des zones où à certains endroits la population va être plus exposée. Tu peux changer. Donc, dans la revue de littérature, on présente les principaux polluants atmosphériques, donc les particules fines les plus petites, donc les PM2,5, les particules fines un petit peu plus grosses qui englobent un petit peu plus de particules, les PM10, l'ozone, les oxydes d'azote, les dioxydes de soufre et les monoxydes de carbone. Donc, tu peux changer. Donc, dans cette revue, pour chacun des polluants, il y a une description générique du polluant dont on parle. On parle de sa concentration au Canada, puis au Québec, sa variation spatiale à l'échelle intra-urbaine, parce que certains polluants, surtout ceux qui sont associés, par exemple, aux industries polluantes qui peuvent être en bordure de ville ou au trafic routier vont avoir des concentrations qui vont varier énormément à une échelle spatiale fine, donc à une échelle spatiale intra-urbaine. Et puis, certains polluants, comme par exemple les particules fines, peuvent varier beaucoup aussi au niveau annuel, donc il y a une saisonnalité pour ces polluants-là. Et puis, on détaillera pour chacun d'eux l'impact principal sur la santé humaine. Je ne vais pas présenter ces différents point-là parce que durant le cadre de cette présentation de revue littérature, ce serait trop long. Je voulais simplement indiquer un peu la structure de base de ce premier chapitre. Tu peux changer, Samuel. Donc, pour ces polluants, on a des sources évidemment qui sont anthropiques, donc telles que
la combustion des moteurs thermiques ou la combustion du chauffage au bois, par exemple, pour les PM2,5. Elle peut être naturelle aussi, ce qui fait qu'on peut avoir des concentrations importantes dues au feu de forêt durant l'été. Ou une autre émission naturelle, bah, c'est l'émission de COVB, donc de composés organiques volatiles d'origine biologique, dont on parlera un petit peu plus tard. Pour ce qui est de la variation spatiale à l'extérieur des villes, donc pour simplement donner quelques points à retenir sans entrer trop dans le détail, donc je vous ai déjà un petit peu parlé du contraste très marqué entre le milieu rural et le milieu urbain. Puis globalement, on estime que la pollution atmosphérique, elle va augmenter grandement avec la taille et la fragmentation de la ville. On a aussi donc un contraste marqué au sein des villes. Donc je vous ai parlé de la proximité avec les axes routiers, les sources de pollution proches comme par exemple des industries polluantes. Ça peut être des raffineries, ça peut être des choses comme ça. Et puis, ça varie aussi avec le pourcentage de superficie de la ville qui est couvert par de la forêt urbaine finalement. Pour ce qui est de la saisonnalité, je vous ai parlé de l'exemple du bois de chauffage. Donc, à l'hiver, les chauffages au bois vont entraîner des concentrations plus importantes de particules fines. Et puis, pour ce qui est de l'impact sur la santé humaine, ben, en fait, c'est très, très variable en fonction de l'espèce chimique dont on parle. Certains, comme l'ozone, ont un pouvoir oxydatif vraiment très important. Ça dépend de leur lieu d'atteinte dans le corps aussi, à quel point ils pénètrent profondément dans les poumons. Ça dépend des propriétés chimiques de l'espèce dont on parle, enfin du polluant dont on parle. Donc, c'est très variable. Tu peux changer. Donc maintenant, quand on parle un petit peu qu'on a posé un premier portrait là, de ce que sont nos polluants atmosphériques en milieu urbain, la question qu'on va se poser, c'est comment la forêt urbaine peut avoir une influence là-dessus, puis un petit peu dans quelle mesure. Parce que la réponse est un petit peu contenue dans la question. Si on parle de ça, c'est sûr que la forêt urbaine va avoir un effet sur ces concentrations atmosphériques, mais dans quelle mesure? Il y a quelques études qui font des estimations de quantification, puis c'est ce qu'on va voir un petit peu de ce que je vais vous présenter. Donc d'abord, les zones qui sont couvertes par des superficies de forêt urbaine plus importantes eux, ont des concentrations de particules fines qui diminuent d'une manière générale. Donc ça a été montré dans plusieurs études. Je vous ai cité un exemple ici de Iriga et collaborateurs écrit en 2015, mais il y a plusieurs études qui font assez consensus sur ce genre de sujet-là. Donc, les éléments qui composent une forêt urbaine, en fait, ils agissent d'une part sur la dispersion des polluants. Donc, ils peuvent retarder la dispersion en amont du vent dominant. Et puis, ils peuvent faire baisser les concentrations en captant une petite partie. Tu peux changer, Samuel. Donc, pour ce qui est de la captation des polluants atmosphériques, ça va dépendre de vraiment beaucoup de paramètres. Et puis, le principal facteur d'influence, c'est la concentration de base du polluant dont on parle dans une ville. Par exemple, les niveaux de captation qui vont être réalisés par la forêt urbaine dans des villes extrêmement polluées en Chine vont souvent être beaucoup plus élevés que ceux qu'on pourrait quantifier ici, parce que le niveau de polluants atmosphériques de base dans l'air ambiant est beaucoup plus important dans la ville, donc en Chine, qu'il peut l'être ici. Donc il faut avoir cet élément-là en tête, indifféremment du type de forêt urbaine dont on parle. Le premier facteur d'influence, là, ça va vraiment être la concentration du polluant dont on est en train de parler. Donc après, il va y avoir des phénomènes physiques comme la dispersion qui sont liés au vent, à l'humidité, à la température. Ce genre de paramètres-là vont avoir vraiment une influence aussi majeure là, sur l'effet de la captation en fait, par la forêt urbaine. Évidemment, la superficie ou le volume, ça dépend de quelle métrique on parle, mais finalement, les deux choses représentent la quantité de forêt urbaine qu'on va avoir présente. Et ça va être un facteur donc influençant beaucoup la captation, la quantité de captation. Et puis, la disposition géographique de notre forêt urbaine par rapport aux zones d'émission. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est placée stratégiquement? Est-ce qu'elle est proche? Est-ce qu'elle est très loin? Ça, c'est des phénomènes qui peuvent avoir aussi une influence. Et puis enfin,
Au final, donc, les espèces présentes, elles ont des capacités de captation différentes qui varient selon leurs propriétés. Puis ça, c'est un petit peu Étienne qui vous en parlera dans un deuxième temps. Donc, je voulais pas rentrer trop dans le détail. Je vous ai simplement mis deux exemples. Le premier, c'est une étude qui, en fait, essayait de construire des haies végétales aux abords des grands axes routiers. Donc, en fait, on parle un petit peu de barrières physiques et puis j'ai mis multiniveau parce que dans son étude, il essaye de construire ces barrières végétales avec des strates de hauteur variées. Donc, ça comprend des arbustes, ça comprend des buissons qui sont sous les arbustes, puis ça comprend des arbres avec une canopée un petit peu plus étalée au-dessus des arbustes. Et en fait, lui, il essayait dans cette étude-là, donc c'est Tong et al. Qui a fait ça en 2015. Il essayait d'avoir un espèce de mur végétal le plus efficace possible. Donc l'exemple suivant que je voulais vous indiquer par rapport à l'effet des forêts urbaines en ville, ben, c'est dans le cas où on a l'effet canyon en fait qui se produit dans le cas de figure où on est entre deux grands bâtiments. Il y a comme un vortex qui se forme par le vent qui passe au-dessus des bâtiments et qui finalement fait un cycle dans la rue. Donc en fait, ce vortex-là, pour réussir à le briser, l'étude a montré que le moyen le plus efficace, contrairement à ce qu'on pourrait penser en premier lieu, a priori, c'est pas forcément des arbres avec des grandes canopées comme dans l'exemple B, c'est plutôt de la végétation basse comme dans l'exemple C. Et puis donc, ces structures végétales basses-là, c'est elles qui vont avoir le meilleur effet de captation là, de nos polluants atmosphériques dans vraiment ce cadre figure précis d'effet vortex dans une rue en fait, où on a des bâtiments de hauteur de chaque côté. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il y a aussi un positionnement stratégique quand on parle de forêt urbaine, c'est-à-dire selon le résultat qu'on veut faire, qu'on veut obtenir. euh, Évidemment, on va parler de sélection d'espèces, évidemment, on parle de différentes choses, mais dans l'approche stratégique qu'on veut réaliser, ben, il faut avoir en tête que finalement, quelquefois, ça peut être complexe et qu'il y a des cas de figure auxquels il faudra prêter une attention particulière. Tu peux changer la diapositive. Donc, ce tableau-là, je ne vais pas le passer en revue au complet, mais il est intéressant parce qu'il permet d'avoir des estimations de quantification. Donc, c'est un petit peu la question du dans quelle mesure la forêt urbaine est capable de vraiment avoir un impact en fait sur cette pollution atmosphérique. Donc, on a recensé des études assez récentes globalement sur des estimations donc, qui ont été réalisées sur différents polluants atmosphériques. Donc, la zone d'étude, elle est représentée. Il y en a beaucoup qui sont quand même réalisés en Amérique du Nord. Il y en a aussi à Londres. Il y en a dans différentes zones. Le type, en fait, mode, c'est quand c'est uniquement une étude qui a été réalisée par estimation sortie d'une modélisation. Et puis EXP pour la dernière, là, c'est parce que c'est une des rares études à avoir essayé de faire une quantification empirique en temps réel. Donc, c'est très compliqué à faire d'un point de vue méthodologique. Et puis, ben, en fait, ce qui nous intéresse le plus ici, ben, c'est l'estimation en quantité. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de récupérer, de capter en termes de pollution atmosphérique? L'étude de Novak et collaborateurs en 2018, qui fait un petit peu référence parce qu'elle est basée sur 86 grandes villes au Canada, sur l'ensemble du Canada, elle montrait qu'en moyenne, on pouvait récupérer, capter à peu près 16,5 tonnes de polluants atmosphériques par année. Donc en fait, j'ai mis 7500 à 21 000 parce que ça dépend de la ville considérée. Puis rappelez-vous, ces chiffres-là, ben, ils varient non seulement en fonction de la concentration de polluants atmosphériques de base dans l'air ambiant, et puis aussi en fonction donc de la surface de canopée ou de la quantité de forêt urbaine qui est présente dans la ville. Donc les villes ne sont pas toutes au même niveau par rapport à ces deux paramètres-là. C'est pour ça qu'il y a une variation importante. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en moyenne, c'est à peu près 16 500 tonnes là, de pollution qui est retirée annuellement par la forêt urbaine au travers des 86 plus grandes villes du Canada.
Donc, et puis de la dernière colonne, l'estimation en millions de dollars par année, ben, en fait, c'est ces études-là, elles ont essayé de quantifier c'était quoi le gain en termes de santé, en fait, en termes de diminution d'occurrence de cancer, d'admission à l'hôpital, tout ce qui peut être afférent aux frais de santé liés à la pollution atmosphérique. Donc, quel est le gain en millions, en fait, de dollars chaque année? Ce gain réussi grâce à la forêt urbaine, ben, quelques études ont essayé de le chiffrer, en fait. Donc, on voit que ça varie beaucoup d'une étude à l'autre, d'une ville à l'autre. Cependant, à chaque fois, c'est quand même des quantités qui sont pas négligeables. Donc, tu peux changer la diapositive. Donc, après ça, je vous ai mis un exemple pour Québec et Montréal. On a peu d'études quantitatives qui sont vraiment centrées sur Québec et Montréal, mais on notera quand même, donc grâce à cette étude qui faisait un petit peu référence là, je vous parlais de Nowak et collaborateurs. Euh, on a des quantités donc c'est en tonnes, hein, ce petit tableau. On a des quantités donc d'estimation réalisées pour le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, l'ozone, les particules fines et puis le dioxyde de soufre pour Québec et Montréal, donc c'est en tonnes par année. Donc là, on est capable d'avoir une idée de quantification de polluants atmosphériques qui sont retirés, qui sont captés par la forêt urbaine chaque année. Une autre étude qui a été menée par Gourji en 2018, elle est uniquement basée sur les toits verts dans l'agglomération de Montréal. Et puis lui, il estime que les toits verts dans l'agglomération de Montréal, ils arrivent à capter à peu près 4 grammes de particules fines, donc des PM10 par mètre carré. Donc, 1 mètre carré de toit vert capte à peu près 4 grammes de particules fines par année. Et puis, ben, à titre de comparaison, c'est simplement pour qu'on ait une perspective un peu sur les chiffres, parce que là, on parle de tonnes, mais c'est dur à se représenter, je trouve, quand on parle de tonnes annuelles, de choses comme ça. Donc, à titre de comparaison, j'ai cité une étude là, qui a été menée par McDonald's au Royaume-Uni. Et lui, il indiquait qu'une augmentation de 12,8% de forêt urbaine, en fait, ça allait conduire à une réduction de 0,2 ppm de PM10. Et puis ça, 0,2 ppm de PM10 par année, ça se traduit par à peu près 110 tonnes de polluants donc par année. Bah, c'était tout pour cette première partie. Donc, je laisserai mon collègue Étienne continuer sur les processus plus physiologiques de la captation des polluants. Merci. Est-ce que je vais partager mon écran, c'est ça? Oui, tu peux partager ton écran, Étienne. Sinon, j'ai ta présentation aussi. Si tu as un enjeu, là, je peux partager aussi. Ah, je pense que c'est correct, je vais pouvoir partager. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est beau, on voit ton écran. Juste peut-être à le mettre en. Ouais, parfait. D'accord. Merci beaucoup, merci d'être là, puis merci pour la présentation, Vincent, et puis merci à tous. Donc, moi, je vais présenter très brièvement la partie qui concerne les processus impliqués dans l'interception des particules en suspension. Donc, ça a été dit par Samuel et répété par Vincent. Donc, les arbres contribuent énormément à la dépollution de l'air et notamment à la réduction des particules de petite taille, celles de 2,5 microns et celles de 1 micron qui sont, comme vous le savez, très nocives pour la santé. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, en général, les arbres peuvent éliminer les polluants gazeux, mais je n'en parle pas beaucoup dans cette présentation. Ils les éliminent par absorption à travers les stomates. Puis, il y a ce mécanisme qui s'appelle la rétention des particules ou interception des particules en suspension. C'est de ça qu'on a un peu plus parlé dans cette présentation. Donc, comment les arbres, à cause de leurs caractéristiques, arrivent à intercepter ces particules qui sont en suspension dans l'air. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut
comprendre un tout petit peu comment se comportent les particules en suspension dans l'air. Donc, les particules en suspension dans l'air, comme je l'ai dit, elles sont de différentes dimensions. Donc, on les groupe généralement en trois. Donc, celle de 10 microns, 2,5 microns, ensuite de 1 micron. Alors, elles vont être impliquées dans deux grands processus pour se déposer sur des surfaces. Le premier processus est celui qui est dit dépôt humide. Alors, on l'appelle humide parce il implique des précipitations, les pluies, les neiges ou la grêle. Ensuite, il y a les dépôts dits secs. Donc, celui-là, il va impliquer d'autres processus. Pour ce qui est des dépôts humides, donc lorsqu'il pleut, il peut arriver que des particules soient lessivées ou des particules soient entraînées par les gouttes de pluie pour aller se déposer sur des surfaces. Par contre, pour les dépôts secs, il peut s'agir simplement de la sédimentation, donc du dépôt à cause de la gravité. Alors, en ce qui concerne les dépôts secs, puisque c'est sur ça qu'on s'est un peu plus concentré, il y a plusieurs processus à l'intérieur des dépôts secs. Donc, il y a, comme je l'ai dit, la sédimentation, donc les particules en raison de la gravité, puis en fonction de leur poids, vont se déposer sur des surfaces. Donc, des particules qui ont un plus gros diamètre, donc celles de 10 microns, auront une vitesse de dépôt plus grande que des particules plus petites ou plus fines. Puis, il y a aussi l'impact par inertie. Ça, c'est par exemple quand les particules sont dans un mouvement d'air, puis qu'elles sont entraînées. Et dans cet entraînement, elles vont entrer en contact avec une surface. Il peut s'agir du tronc d'un arbre, il peut s'agir d'une feuille. Et donc, puis se déposer sur la feuille par ce mouvement-là. Puis pour la diffusion, ça, c'est plus, ça concerne un peu plus les polluants gazeux et les matières particulières qui peuvent se comporter comme des gazeux, mais c'est plus, ici on parle plus de différence de concentration dans les gradients et donc d'une diffusion. Mais c'est plutôt les deux premiers qui vont nous intéresser dans la suite de la présentation. Alors, ce schéma-ci, moi je l'aime bien parce qu'il résume un tout petit peu de quoi il s'agit. Euh, on a donc des sources d'émissions de polluants, puis on a la rétention par les arbres. Et donc, les polluants sont interceptés plus sur les feuillages essentiellement ou sur les autres parties des arbres. Puis, ils sont remis en suspension. Ils peuvent être remis en suspension ou être entraînés par exemple, les eaux de pluie. Donc, les arbres sont un stockage temporaire. Donc, il ne s'agit pas de retenir pour toujours. Les arbres retiennent. Puis, dans l'idéal des cas, ce qu'on espère, c'est que les polluants soient entraînés vers le sol pour être éliminés du cycle, du parcours, comme on va dire. Donc, c'est ça. Et alors, dans la réflexion qu'on a eue autour de cette revue de littérature, on a essayé d'explorer un tout petit peu les facteurs qui faisaient en sorte que certains arbres avaient plus d'aptitude à à intercepter des particules. Et on s'est plus intéressé aux feuilles, puisque dans la littérature, c'est surtout les feuilles qui sont étudiées par rapport au tronc, par rapport aux branches. Et à l'intérieur des feuilles, ce sont surtout les caractéristiques de ces feuilles, qu'on appelle les traits foliaires, les traits. Et on essayait de voir quels, quels, quels effets ont certains traits foliaires sur la capacité de retenir des particules. Alors, ce qui ressort de la littérature est intéressant puisque finalement, oui, les traits ont une influence, et ça c'est prouvé, mais il est très difficile de dire avec certitude, euh, d'établir des corrélations de capture-rétention, puisque parfois les preuves ne sont pas suffisantes ou elles peuvent être contradictoires, mais on va le voir un peu plus en détail. Alors ici, j'ai commencé par vous présenter une étude de Wiracodi. Eux, ils sont allés évaluer l'accumulation des particules justement sur des feuilles de différentes espèces d'arbres, donc 4 espèces, à l'aide du microscope électronique, bien évidemment, puisque les particules de 2,5 microns à 1 micron, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Donc,
Alors, leurs 4 espèces sont là, espèce A, espèce B, espèce C, espèce D. Pour l'espèce A, les caractéristiques de leurs feuilles, c'était que la surface des feuilles était lisse. Bon, parmi les caractéristiques, je n'ai pas tout repris. Pour l'espèce B, Helioborus, les surfaces étaient rugueuses, donc elles n'étaient pas lisses, un peu moins lisses. Puis pour ce qui est de Eucheira, elle, elle avait des poils d'une densité de 49 poils par millimètre carré. Puis ensuite, Géranium, qui était l'espèce qui avait le plus de poils, qui avait une forte densité de poils. Donc, on parle de 135 poils au millimètre carré. Bon, c'est quand même assez visible même sur les images. Donc, on peut voir l'espèce D, on peut voir toutes les aspérités sur les surfaces des feuilles. Alors, finalement, les résultats qu'ils ont obtenus ont trouvé que l'espèce qui avait le plus de poils, donc Géranium, l'espèce ici, D, était également celle qui avait retenu le plus de particules. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que comparativement à Bergenia, qui avait la surface, dont les feuilles sont lisses, donc Géranium capte pratiquement le double des particules, notamment les particules de 1 micron, et beaucoup plus pour les autres catégories de particules. Donc, c'était une preuve que les poils retenaient les particules, donc faciliter l'interception dont on a parlé tout à l'heure. Donc, lorsqu'il y a, au moment du dépôt sec, les masses d'air qui entraînent les particules entrent en contact avec cette surface-là, puis à cause de toutes ces aspérités sur les surfaces, permettent de piéger les particules. Et en même temps, pour ce qui est de la remise en suspension ou la remise en suspension, par exemple, par les vents, donc le fait qu'il y ait autant de poils, ça aide également à protéger, on va dire, en quelque sorte, les particules qui ont été retenues, de sorte qu'elles ne soient pas remises en suspension. Alors, autre exemple de l'efficacité des poils sur la rétention des particules, ça c'est l'étude de Léonard et son équipe, qui sont allés quantifier l'accumulation des particules en Australie sur 16 espèces. Et eux ont distingué les deux catégories, donc des espèces avec des poils et celles qui n'avaient pas de poils, donc on peut clairement voir la différence. Et donc, sur ce schéma-ci, on peut aussi voir que finalement, c'est le fait d'avoir ces sortes de rugosité ou de surface, d'inégalité sur les surfaces qui permettent de piéger les particules. Donc, c'est ce trait-là qui semble être efficace dans la rétention. Alors, on pourrait se dire, OK, donc on va chercher les arbres, les feuilles, les arbres dont les feuilles ont des poils. Ça réglerait la question de l'efficacité de l'interception, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, la présence de poils, oui, c'est un bon point, mais elle n'est pas toujours suffisante. Donc, par exemple, dans cette étude, la même équipe Léonard, ils ont exploré, ils ont creusé un peu plus loin pour voir si finalement les feuilles qui avaient des surfaces plus larges, ce qu'on pourrait se dire aussi logiquement, peut-être dans un certain raisonnement, se dire, OK, les feuilles qui ont des surfaces plus larges seraient celles qui pourraient intercepter le plus de particules. Mais finalement, donc eux, ce qu'ils ont conclu, c'est que oui, les feuilles plus larges, mais c'était les feuilles lancéolées, comme on peut le voir. Mais ce n'était pas seulement ça, puisque les obovales avaient des feuilles également larges, mais c'était plus la combinaison finalement d'avoir des feuilles qui à la fois ont des poils et qui ont une certaine largeur, qui sont assez larges, qui pouvaient expliquer les capacités à retenir les particules. Donc ça revient au fait de dire que finalement, il faut regarder les traits foliaires, oui, mais peut-être ne pas juste regarder un seul trait, mais regarder la combinaison des traits. Et ça, c'est un aspect qui a été appuyé par plusieurs autres auteurs. Donc finalement, oui, les traits, mais avoir une vue un peu plus large des traits, donc ne pas se focaliser sur un seul trait pour expliquer les capacités de rétention
des particules. Alors, c'est dans cette optique qu'O Rada et son équipe ont fait une méta-analyse pour regarder dans la littérature quels étaient les traits qui avaient le plus d'efficacité ou les traits qui avaient prouvé qu'ils étaient importants dans la rétention des particules. Donc, finalement, ce qui est ressorti, c'est que bon, les poils des feuilles, on en a parlé suffisamment. Donc oui, la cire, la couche cireuse sur certaines feuilles piège les particules. Oui, également. La rugosité, donc la rugosité, toute, toutes ces caractéristiques qui font en sorte que les surfaces des feuilles ne soient pas lisses et qu'elles soient capables de piéger des particules, tout ça a un impact important. Pour ce qui est de la taille des feuilles, il y a des preuves contradictoires. Donc, il y a des éléments qui disent oui ou non. Donc, c'est pareil pour la forme ainsi que pour les, les conifères, parce qu'on a tendance à dire que les conifères sont plus efficaces dans la rétention, dans l'interception des particules, mais ça, je vais en discuter un peu plus loin. Donc, c'est ça. Voilà, donc parmi les autres facteurs, donc c'est ça, on disait qu'il y a souvent cette opposition de façon simpliste de dire on va garder les conifères par rapport aux feuillus ou alors de dire ok, les arbres à feuilles persistantes par rapport à des espèces à feuilles caduques. C'est une bonne façon de voir les choses puisque finalement les feuilles persistantes, ça veut dire des feuilles qui vont rester toute l'année, qui peuvent continuer à intercepter les particules. Et en même temps, un, un- mettons des espèces d'arbres à feuilles caduques peuvent accumuler intercepter beaucoup de particules, étant le peu de temps où elles possèdent leurs feuilles par rapport à certaines autres espèces à feuilles persistantes. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas toujours un raccourci à prendre de dire que les feuilles persistantes par rapport aux feuilles caduques. Puis, pour ce qui est des conifères, ça, il y a de plus en plus d'évidence. C'est un fait qui est admis que les conifères ont une plus grande capacité de rétention des particules. C'est lié à plusieurs aspects, notamment à la structure de leur canopée, au fait également que leurs aiguilles, la forme de leurs aiguilles, la- leur, leur nombre important, qui fait en sorte que finalement, comme vous le voyez avec les processus qui entrent en jeu dans l'interception. Donc, à cause de ça, ils vont être capables d'intercepter plus de particules, surtout lorsqu'elles sont entraînées par des mouvements d'air. Alors, juste un exemple pour illustrer. Il y a une équipe de Passe et Grotte, donc les deux chercheurs, eux ont fait une simulation avec leur logiciel E3. Et ce qu'ils pouvaient conclure, c'est que les conifères pouvaient retirer annuellement 2,5 grammes par mètre carré de PM2,5, alors que les feuilles persistantes et les feuilles caduques retiraient respectivement, alors que les feuillus à feuilles persistantes retiraient 0,8 et 0,4. Ok. Donc ça, c'est juste une démonstration de l'efficacité, de la supériorité des conifères par rapport aux feuillus, même à ceux qui avaient les feuilles persistantes. Mais ici, il faut mettre dans le contexte qu'on est sont des résultats sortis du logiciel. Mais c'est quand même, elles ont leur valeur. Ils ont leur valeur, pardon. Parmi les autres facteurs qui peuvent entrer en compte, ben, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus dans la revue. Vincent en a parlé tout à l'heure, donc la proportion. Alors la proportion, elle est fonction des villes, elle est fonction des sources d'émission. Donc les villes n'ont pas les mêmes concentrations de particules selon les dimensions. Et en même temps, les particules de petite dimension, elles seraient plus facilement remises en suspension à cause de leur poids. Elles peuvent plus facilement être emportées par les vents et donc remises en suspension par rapport à des particules de plus gros diamètre. Mais en même temps, elles pourraient être plus facilement encapsulées dans la cire des feuilles dont on parlait tout à l'heure. Donc, dépendamment de la taille des particules, on
peut avoir des différences dans les capacités d'interception. On peut aussi avoir des différences en fonction des conditions météorologiques. Par exemple, la température. Donc, en général, la température, comme le disait Vincent, peut entraîner une sorte de turbulence et donc influencer la dispersion des particules. En même temps, le vent, on en a parlé, donc le vent, il est important puisqu'il est impliqué dans le processus de remise en suspension. Bon, les liens entre le vent et la vitesse de déposition des particules n'est pas très clair non plus. Pour ce qui est de l'humidité relative, elle, est, elle peut avoir un rôle dans le sens où les particules peuvent prendre plus de volume et donc avoir un poids, un poids plus important et donc être plus entraîné par gravité. Et pour ce qui est du lessivage, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est important dans le processus de l'élimination des particules, notamment celles qui sont retenues sur les feuilles, dans leur entraînement vers les sols. Du soufflage des particules, oui, on en a parlé. Variations quotidiennes et saisonnières, Vincent en a suffisamment parlé. Mais pour illustrer ça, il y a cette étude de Nguyen et son équipe en Chine. Donc eux, ils se sont intéressés aux concentrations et donc ils ont constaté que euh, les conifères retenaient des quantités plus élevées de particules de 2,5 entre 7 heures et 11 heures du matin par rapport à plus tard dans la journée entre 15 heures et 19 heures. Donc on parle de différence entre 219 microgrammes et puis 83. Donc ça pourrait s'expliquer par le fait que qu'il y a une grosse différence d'humidité entre les deux périodes de la journée. Donc, comme on le disait, donc le matin, c'est plus humide, donc ça pourrait faciliter le dépôt de ces particules puisqu'elles elles augmentent de poids. Puis aussi par le fait que le trafic n'est pas le même, donc on a une activité humaine plus intense le matin à ces heures-là, entre 15 et 19 heures. Bon, ça, c'est des différences dont il faut tenir compte quand on fait des évaluations de la capacité des arbres. Donc, tous ces paramètres sont cités juste pour mettre dans le contexte que la rétention dépend de nombreux facteurs, pas seulement le fait d'avoir des feuilles avec des traits foliaires particuliers, mais aussi regarder les conditions environnementales. Alors, pour conclure cette partie, donc, comme je le disais, donc plusieurs facteurs influencent la capacité des arbres à capturer les particules en suspension et il est très difficile de dire qu'un trait foliaire est plus important qu'un autre. Donc, c'est souvent mieux de regarder plusieurs traits et de voir la combinaison de ces effets, en tenant compte, bien sûr, des conditions météorologiques et environnementales. Alors, capacité des espèces d'arbres à capturer les polluants, ça, c'est un projet qui est en cours avec l'équipe de Samuel et nous, donc ma prof et moi. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est finalement, on a parlé de capacité des arbres à retenir. Donc, on sait que les arbres le font, mais comment faire en sorte d'optimiser cette capacité des arbres? Comment on pourrait la rendre optimale? Comment être sûr qu'on va choisir les meilleurs arbres pour ce service environnemental? Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, nous, on aimerait passer par une approche basée sur les traits. Et comme on l'a vu dans la littérature, il y a plusieurs traits qui sont cités comme étant importants dans le processus. Et donc, nous, on aimerait vérifier ça en se disant que plutôt que de grouper des espèces en fonction de leur genre ou selon d'autres considérations, on va essayer de regarder comment ils sont proches au niveau de certains traits. Et puis avoir une sorte de être capable de les grouper et puis de ressortir
les espèces qui pourraient être les plus potentiellement efficaces dans l'interception des particules. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est une approche on va un peu s'inspirer de l'approche qui a été développée par l'équipe d'Alain Paquet. Et donc, l'idée finale, c'est d'être en mesure d'avoir une liste d'espèces qu'on pourrait grouper selon les traits en fonction du service qu'on souhaite, donc de la dépollution la dépollution de l'air. Oui, donc c'est ça, l'interception des particules. C'est ça, donc je vais finir par là et passer la parole à Samuel, je pense. Merci beaucoup, Étienne. C'est parfait. Donc, il nous resterait le chapitre 3 à présenter. Merci. Je te laisse aller, Vincent. Parfait, merci. Ben, dans le fond, je vais vous parler un petit peu des desservices écosystémiques qui sont apportés par la forêt urbaine. C'est une dimension importante. On parle beaucoup de services écosystémiques et puis là, la revue littérature s'intéresse vraiment à certains services ciblés. On les traite pas tous, on traite pas du bien-être mental associé à ça. Il y a plein de choses qui n'étaient pas de notre objet. Mais l'émission de pollen et de composés organiques volatiles, c'est deux des services importants et puis qui viennent jouer justement dans cet aspect de pollution atmosphérique quelque part. Donc, par rapport à ces composés organiques volatiles, biogéniques, on les appelle COVB. C'est vraiment très large. Là, il y a vraiment beaucoup de familles et d'espèces différentes. Et puis par rapport au pollen, mais je pense que ça, le pollen, c'est quelque chose qui est beaucoup plus connu, surtout les gens qui sont sensibles aux allergies saisonnières. C'est moins quelque chose qui est obscur un peu. Tu peux changer la diapositive. Donc, quand on parle de pollen, dans le fond, on parle de gamétophyte mâle qui remplit un rôle dans la reproduction. Les variations de concentration dans l'air ambiant, elles sont tout d'abord fonction de l'espèce. Et puis, associées à l'espèce, en fait, il y a une notion de saisonnalité vraiment importante qui se cache en arrière. Parce que les périodes de reproduction sont synchronisées en fait pour une espèce donnée, euh, pour assurer une efficacité de la reproduction. Donc dans ce cadre-là, ben, à certains moments de l'année, on va avoir des concentrations de certains pollens qui peuvent être vraiment importantes dans l'air ambiant. Tu peux changer, hein. Donc, au Québec, la santé publique estime qu'une personne sur 5 est touchée par les allergies saisonnières au pollen à des degrés différents. C'est maintenant reconnu comme un enjeu important. Ça peut entraîner une baisse de productivité au travail, une baisse de l'attention dans le milieu scolaire, un taux d'absentéisme mesuré qui est effectif plus important, puis aussi la prise de médicaments qui, évidemment, ça va avoir un coût là, pour la société. Globalement, on résume ça en disant que c'est une baisse de la qualité de vie pour les gens qui sont sensibles à ces allergies saisonnières. Pardon. Et puis, autre donnée importante, on dira pas quel est si c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule, mais en tout cas, il y a une corrélation très très forte entre les gens qui ont déjà de l'asthme constaté, là, qui sont sensibles, vraiment très allergiques au pollen. Donc, ce qui vient jouer comme facteur aggravant quelque part. Euh, le problème, en fait, de la mesure de l'allergénicité des espèces, parce que quand on parle de forêt urbaine, on pourrait se dire, ben, il suffit d'enlever en fait les espèces qui sont allergènes de nos villes, et puis ça permettrait de garder seulement celles qui ne le sont pas. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. C'est un sujet qui est quand même assez récent encore, qui a besoin d'être beaucoup plus documenté qu'il ne l'est actuellement. Puis une étude vraiment très importante puis très intéressante qui est faite par rapport à ça, c'est celle de Sousa Silva qui a été réalisée donc avec Alain Paquette. Et puis en fait, eux, ils se sont intéressés à montrer l'absence de consensus sur l'évaluation de l'allergénicité. Ils ont pris 9 échelles très sérieuses, réalisées de manière
scientifique avec un protocole reproductible, etc. C'est vraiment des échelles qui sont certifiées, là, qui sont faites par des très bonnes équipes de travail. Et puis, en fait, au travers de ces échelles-là, ils ont montré donc là, on parle de risque d'exposition au pollen pour un même site donné. Donc, c'est fait à Montréal. Il peut varier de 1% à 74% en conservant les mêmes espèces présentes et le même lieu. Puis ça, ben, en fait, ça dépend principalement de comment l'espèce donnée ou les espèces données sur le site sont cotées comme allergènes ou non allergènes. Donc on voit qu'on peut avoir une différence énorme là qui ressort de ça. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça permet pas en fait de discriminer les espèces qui seraient vraiment dangereuses ou vraiment allergènes au premier abord. Donc quelques explications possibles et les variations peuvent venir du fait que les symptômes, ils varient énormément. Ils sont en fonction des individus. Donc, pour une charge de pollen équivalente, deux personnes vont pas avoir la même réaction, tout simplement. Ça manque aussi du fait que dans nos villes, on a quand même une connaissance en général correcte des inventaires urbains en zone publique, mais très peu d'inventaires sont réalisés en lot privé encore. Puis c'est quand même une composante importante des forêts urbaines, les arbres qui sont sur les terrains privés. Donc en fait, peut-être que quand on regarde les arbres qui sont sur le domaine public, on n'a qu'une image partielle de ce que c'est réellement la forêt urbaine. Et puis ça fait en sorte que on manque de données pour être capable de faire des liens là, avec les concentrations de pollen de l'air ambiant. On a aussi un transport de pollen, donc de la forêt proche qui peut être fait jusque dans le milieu urbain. Et puis, en lien avec ce transport de pollen, donc de la forêt proche, on peut avoir une charge de base plus importante pour certaines espèces qui seraient indigènes. Donc en fait, quand on parle de transport, ça a été montré que les pollens pouvaient être transportés à plusieurs kilomètres de distance. C'est-à-dire que les forêts aménagées, je dirais pas naturelles, mais aménagées qui bordent les villes, peuvent être source de pollen. Ce pollen-là peut être transporté par les vents jusque dans nos villes. Et puis, si dans nos villes, on vient planter les mêmes espèces, eh ben, peut-être qu'on augmente encore la charge au sein de la ville. Donc ça, c'est une dimension qui peut être intéressante à prendre en compte. Puis l'étude de Nowak et Ogren est assez récente, là, elle date de 2021 par rapport à ça. C'est un champ qui mérite d'être creusé encore, mais les questions qu'ils adressaient en tout cas étaient vraiment pertinentes dans ce cadre-là. Donc malgré ça, on a quand même quelques consensus. L'herbe à poux, en fait, quel genre ambrosia, ben, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est extrêmement allergène. Et puis la plupart des aulnes et des bouleaux sont aussi jugés comme globalement assez allergènes. Donc, quelles mesures on peut adopter face à ça? La plus simple, c'est vraiment d'encourager la diversité spécifique. Dans les villes, souvent, pour des raisons pratiques, on va avoir tendance à acheter les arbres en lot, en gros, quand on fait des plantations, parce que c'est plus facile à produire à la pépinière, ça coûte moins cher quand on l'achète, on se pose moins de questions quand on le plante, enfin, pour tout un tas de raisons qui sont de bonnes raisons, en fait, qui sont des raisons pratiques. On a eu tendance par le passé à ne pas favoriser cette diversité spécifique au travers de nos choix. Et globalement, ben, quand on n'a pas de diversité, on va avoir beaucoup d'espèces, enfin, je veux dire, au contraire, beaucoup d'arbres de très peu d'espèces qui vont se mettre à émettre du pollen en même temps. Donc on parle donc de diversifier en termes d'abondance, de régularité de plantation aussi, puis de caractéristiques, etc. Euh, il faut lutter contre la surreprésentation des arbres mâles dans le cas des espèces dioïques. Pourquoi on n'aime pas trop les arbres femelles pour les espèces qui sont dioïques? Parce qu'ils génèrent beaucoup de fruits. Les fruits, c'est de l'entretien. Il faut ramasser, ça bouche les canalisations. Donc, c'est plus de gestion. Donc, on avait tendance à favoriser les arbres mâles. Mais les arbres mâles, c'est des émetteurs de pollen. Donc, en fait, on vient encore d'augmenter la charge quand on favorise que ces arbres mâles-là. Et puis enfin, ben, favoriser donc les bonnes pratiques de prise de données d'inventaire, ça c'est vraiment important. Puis globalement, c'est des conséquences qui se dégagent de cette revue de littérature au travers des différents chapitres, c'est que on a besoin de plus de données.
sur les inventaires des villes pour être capable de mieux anticiper ce qui va se passer à l'avenir, puis d'être capable de mieux répondre aux questions qu'on se pose. Donc ça passe par euh, de meilleures prises de données d'inventaire plus précises en fait au sein de nos villes. Donc maintenant, pour ce qui est des composés organiques volatiles d'origine biogénique, euh, on a j'ai eu de la misère à trouver des chiffres précis pour la diversification des sources de production au Québec. Fait que je vous ai mis un exemple là sur mon diagramme. C'est juste pour vous représenter, en fait, en termes de, quand on parle de COVB, donc d'origine biogénique, versus les COV d'origine anthropique. C'est quoi leur répartition? Mais en fait, les COV, les composants organiques volatiles d'origine naturelle, donc d'origine biogénique, en général, ils dépassent très largement ceux qui sont produits par l'homme, tout simplement. Donc, on voit que la part verte, là, liée à la sylviculture, ça représente quasiment la moitié des composés organiques volatiles qu'on peut retrouver dans la région Île-de-France, en France. Donc, on parle de famille immense et très hétérogène de substances organiques à forte volatilité. Ça, c'est leur définition de base. Et en fait, à forte volatilité, ça veut dire qu'ils passent facilement de l'état liquide à l'état gazeux dans des conditions normales de température et de pression. Donc, les COVB chez les plantes, c'est des métabolites secondaires qui peuvent remplir différentes fonctions. Ça peut être de la défense et de la croissance, ça peut être attirer les pollinisateurs, ça peut être plusieurs choses comme ça. Euh, il y en a plus de 1700 qui sont identifiés, mais il y en a 3 qui sont suivis parce qu'ils sont identifiés comme problématiques, et entre autres parce ils se lient avec d'autres espèces chimiques. On verra ça un petit peu plus tard. Il s'agit des isoprènes, des monoterpènes et des sesquiterpènes. Donc en fait, les monoterpènes, c'est globalement la répétition de l'isoprène en fait, qui souvent va se lier un certain nombre de fois entre eux. Puis les sesquiterpènes, c'est des formules chimiques un petit peu plus complexes. Donc pourquoi ils nous intéressent? Ben, parce que ce sont des précurseurs des particules fines et puis de l'ozone. Donc l'ozone troposphérique, celui qu'on appelle le mauvais ozone, qui nous pose problème dans notre milieu urbain et puis qui apparaît surtout à l'été parce que euh, pour être produit, il nécessite un rayonnement solaire plus important. Donc, c'est pour ça qu'on va le trouver à l'été. Et puis, ben, dans le fond, pour les particules fines, c'est en se liant à d'autres polluants atmosphériques qui sont en suspension là, dans l'air ambiant. En tant que tel, ces trois COVB, donc enfin, ces trois familles de COVB, les isoprènes, les monoterpènes et les sesquiterpènes, euh, posent pas directement de problème pour la santé. Ils peuvent avoir des formes alternatives qui seront un peu plus toxiques, mais en tant que tel, leur enjeu principal, je dis pas que c'est le seul, mais leur enjeu principal, ça va être vraiment là leur liaison avec d'autres particules qui vont former au final des particules fines, donc qui est précurseur du smog dans nos villes. Donc en fait, la conclusion par rapport à ça, mais je trouvais que ce schéma-là était intéressant. Il permet un petit peu de boucler le chapitre 1 en reprenant les principales processus, les principales actions là, de notre lien entre le verdissement, la forêt urbaine et puis la pollution atmosphérique en général. Donc, que ce soit les processus de déposition sur la surface végétale qui permettent de capter et d'éliminer une partie de la population atmosphérique, que ce soit le placement judicieux et stratégique là au bord des routes ou des parcs qu'on veut protéger pour réduire un petit peu comme une barrière verte en fait, quelque part. Et puis que ce soit donc des services là quand on produit en fait des pollens ou des composés organiques volatiles qui vont à leur tour former de l'ozone ou des particules fines par la suite. Je vous remercie pour votre attention. Ça fait un petit peu le tour de ce premier chapitre. Donc, si tu es prêt, Vincent, on peut poursuivre avec le chapitre 4. Puis ensuite, on terminera avec le chapitre 5 avec Emmanuel qui va présenter la portion de David. Donc, ben dans le fond, pour ce chapitre-là, on va parler de captation des eaux de pluie, qui est un autre service important rendu par la forêt urbaine, finalement.
Donc, les eaux pluviales en milieu urbain, pourquoi c'est un enjeu? L'urbanisation, pardon, modifie le régime hydrique donc de précipitation. Cette étude-là de Liu et Niogi, je ne sais pas si je le prononce correctement, elle montre qu'en fait, sur comment dire, les bâtiments, les hauteurs, l'étalement, la chaleur qui se dégage de ça, enfin tout un tas de paramètres qui sont corrélés, pardon, vraiment à notre milieu urbain, vont avoir pour conséquence là, de modifier le régime de précipitation à l'échelle locale en créant un microclimat jusqu'à 50 km autour de la ville. C'est vraiment intéressant. Elle est parue dans Science, cette étude-là. Et puis, c'est vraiment une preuve là. Donc, c'est une méta-analyse. Ils ont analysé plus de 1500 études. C'est vraiment une preuve directe là, de l'influence directe que peut avoir nos villes en fait sur la modification des pluies. Donc, c'est sûr qu'on entend beaucoup parler de changement climatique, mais finalement, il y a des paramètres autres qui rentrent là-dedans. C'est assez complexe. Donc l'urbanisation, elle entraîne une augmentation de l'imperméabilité effective. Quand on parle d'imperméabilité effective du tissu urbain, on parle de quoi? On parle d'un tissu urbain qui est imperméable et continu. En fait, voyez ça comme une gigantesque gouttière qui partirait des toits, qui irait jusqu'aux rues, au stationnement, à l'asphalte, etc., avec très peu de possibilités d'infiltration finalement pour l'eau lors des événements de précipitation. Donc c'est ça qu'on estime être l'imperméabilité effective. Et puis finalement, euh, plus le temps passe, plus les systèmes d'évacuation des eaux pluviales vieillissent, ils deviennent de moins en moins efficaces, puis surtout, ils deviennent sous-dimensionnés par rapport au développement urbain de notre ville. Donc à un moment donné, il y a beaucoup d'études qui montrent que, au bout de 30-40 ans, on a perdu en capacité d'évacuation de ces eaux pluviales. Donc, tout ça fait en sorte que, au fur et à mesure que le temps passe et que notre ville se développe, on va avoir des enjeux là pour évacuer l'eau. La forêt urbaine, elle va avoir un rôle là-dedans. Elle va permettre de limiter en fait donc un petit peu ça. Et puis, cet effet d'imperméabilité, ben, ça cause donc une diminution globale de l'infiltration. Ça a vraiment des conséquences. La première conséquence la plus importante, c'est l'augmentation des volumes d'écoulement. Donc, les volumes d'écoulement qui deviennent plus importants sont liés à une érosion qui est plus importante aussi, des inondations en aval qui vont être de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes, une diminution du stockage des eaux souterraines, donc sous notre ville, et puis une augmentation des polluants dans l'eau, parce que moins filtré, on a comme un réseau qui est direct. Ça pose un enjeu de qualité de l'eau qui n'est pas souvent quantifié, mais qui est réel, surtout dans le cadre où on prévoit de récupérer cette eau pour la traiter, la refiltrer, puis pour la rendre de nouveau potable, finalement. Donc ce chapitre, en fait, il est bâti pour qu'il soit facile à suivre et facile à lire. Il est bâti sur les principaux éléments, les principales étapes du cycle de l'eau en milieu urbain. Donc on part des précipitations, on a ce qu'on appelle l'écoulement, on a une phase d'infiltration et puis une phase en fait d'évaporation, donc de remise de l'eau dans l'atmosphère. Globalement, c'est les différentes constituantes du chapitre donc sont basées sur ces éléments-là. Donc, quel est le rôle de notre arbre là-dedans? Mais en fait, quand il va avoir plusieurs rôles successifs. Le premier rôle qu'il va jouer, c'est l'interception. Au moment de la précipitation, sa canopée va intercepter une partie de l'eau. Il va y avoir un stockage temporaire qui va se faire. Ce stockage, on parle vraiment de stockage, c'est parce que notre arbre, faut le voir comme avec une capacité limite en fait de stockage de l'eau. Il est capable d'en prendre une partie. Quand il est plus capable d'en accumuler, ben, cette eau-là va s'écouler le long de ses organes, le long des branches, des feuilles, du tronc, jusqu'à ruisseler au sol. Et puis, ben, la partie qui est stockée, il y a une proportion de cette eau-là qui va être réémise en fait dans l'atmosphère, qui va être évaporée directement. Notre arbre va aussi jouer le rôle donc de faciliter l'infiltration parce que finalement il vient briser ce couvert imperméable continu en faisant comme un effet de puits un petit peu dans nos rues.
Et puis, il ne faut pas oublier que pour son fonctionnement physiologique, on a le phénomène d'évapotranspiration. Donc là, il va puiser de l'eau qui va lui réémettre au travers de la transpiration de ses feuilles. Donc c'est ça un petit peu les différents éléments donc, que notre arbre va venir remplir dans le cycle de l'eau, là. Et puis on va voir pourquoi c'est important. Donc si on commence par l'interception, je vous ai dit interception et stockage temporaire, ça permet d'évaporer une petite partie des précipitations. Et puis l'écoulement le long de l'arbre, en fait, c'est pas si anodin que ça. C'est parce que ça permet de ralentir le flux d'écoulement global comparativement à de l'eau qui tomberait sur une surface imperméable, une surface en asphalte. Quand l'écoulement se fait le long de l'arbre, mais en fait, il est ralenti, il est freiné. Ça permet de faire en sorte que notre débit est contrôlé et donc on n'arrive pas à saturation, qu'on n'arrive pas à saturer nos infrastructures d'évacuation des eaux de pluie finalement. C'est pour ça que c'est important. Donc, les deux processus, tu peux remettre juste avant? Ouais. Les deux processus combinés, ça peut entraîner une diminution donc, de 62% du ruissellement comparativement à la même quantité d'eau qui tomberait sur l'asphalte. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite au Royaume-Uni. Euh, donc, c'est quand même une proportion importante. Ceci dit, puis j'y reviendrai un petit peu dans la conclusion. Cette étude-là, elle est faite dans le cadre où on est dans des événements de précipitation normaux. Je dis normaux parce que dans des conditions extrêmes, c'est évident que notre arbre, notre forêt urbaine ne va pas être notre bouée de sauvetage pour éviter l'inondation. Mais on y reviendra. Donc, quand on parle en fait d'interception et puis d'interception et d'évaporation, un petit peu comme je l'avais montré pour les quantités de polluants tout à l'heure, on parle de quelle mesure en fait, de comment, dans quelle quantité notre forêt urbaine va venir nous aider. Donc, il y a des études qui ont été faites sur différentes espèces à différents endroits. J'en ai mis quelques-unes. Donc, on parle par exemple, dépendamment de l'espèce, entre 14 et 60% d'interception de précipitation quand on regarde seulement l'interception. Et puis, si on regarde ça en quantité donc de millimètres de pluie par arbre et par année, mais ça peut représenter par exemple 650 millimètres par arbre et par année dans le cas du chêne blanc, chêne blanc à Vancouver, dans l'étude de Wang et collaborateurs. C'est quand même des quantités qui ne sont pas négligeables. Ça, c'est sûr que c'est à l'échelle de l'arbre. Si on se représente ça à l'échelle de 2000 arbres ou 3000 arbres qui composeraient notre forêt urbaine, on commence à avoir des quantités qui ne sont pas négligeables. Donc, en fait, un petit peu comme pour la captation de polluants, c'est peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas à quantifier à première vue quand on marche comme ça dans nos rues et quand on regarde nos arbres. Finalement, leur effet ne va pas être négligeable quand on prend la quantité d'arbres qui peut constituer une forêt urbaine. Donc, quelques éléments importants qui influent sur l'interception de nos arbres, qui est le principal phénomène là, qui va venir agir sur la pluviométrie. Dans les paramètres abiotiques, donc les paramètres physiques, on va avoir l'intensité de la pluie, sa distribution spatiale, son angle d'inclinaison. Tout ça, ça va être des facteurs qui vont venir influer sur la quantité d'interception de précipitation que notre arbre va pouvoir nous fournir. Et puis dans les paramètres qui sont plus liés à la biologie vraiment de l'arbre, la taille et la densité du feuillage de la couronne, c'est évidemment des éléments qui vont jouer. Plus notre couronne va être grande et fournie, plus elle va être capable d'intercepter une quantité importante de précipitations. La phénologie, c'est quelque chose d'important aussi. Est-ce que notre espèce est sempervirente ou non? C'est sûr que les résineux peuvent jouer un rôle à l'hiver. Puis entre autres, les conifères à l'hiver, ils peuvent retarder la fonte de la neige parce que la quantité de neige qui va être retenue sur leur couronne, ça va permettre d'avoir une fonte un petit peu décalée dans le temps. Et ça, ben, ça fait en sorte que c'est pareil, on essaie d'éviter d'atteindre le point de saturation d'évacuation de nos systèmes d'évacuation urbains finalement. Donc les résineux sont aussi un petit peu intéressants pour ça. Donc évidemment, ben, par rapport à la phénologie, il y a
la question des conifères par opposition aux feuillus. Sauf que, par exemple, le mélèze est un conifère qui perd ses aiguilles à l'hiver. Donc, lui, il nous aidera peut-être un petit peu moins, mais c'est quand même intéressant d'avoir des conifères là, pour ces questions-là. Et puis, il y a des études qui ont montré que l'interception la plus efficace, elle se fait quand on a un mélange des deux. Donc, un mélange de feuillus et de conifères. Pourquoi? On peut se le représenter assez facilement. Nos conifères vont avoir une forme globalement plus en triangle. Nos feuillus, quelque chose d'un petit peu plus rond. Si on imagine un couplage mixte donc des deux types, ben, on arrive à quelque chose qui est pas mal, qui s'emboîte en fait sur une hauteur plus importante. Donc c'est pour ça que finalement l'assemblage des couronnes est intéressant. Ça va maximiser l'interception de la pluie. Donc maintenant, quand on parle de ruissellement, les paramètres physiques qui vont jouer sur la quantité de ruissellement le long de l'arbre, mais en fait, c'est exactement les mêmes que ceux que je vous ai présentés pour l'interception, donc je ne reviendrai pas dessus. Pour les paramètres plus biotiques, eh bien, en fait, c'est la rugosité de l'écorce. Plus notre écorce va être rugueuse, plus elle va remplir son rôle en fait de ralentir l'écoulement là le long des organes de l'arbre. Et puis, il y a une question d'inclinaison des branches. Plus l'inclinaison des branches va être marquée, plus l'écoulement va se faire rapidement, alors que si on a une inclinaison qui est quasiment plate, finalement, l'écoulement va être d'autant plus ralenti. Donc, pour ce qui est de l'infiltration, en fait, peut-être qu'avec l'interception de la pluie, c'est le deuxième phénomène le plus important que joue le rôle de l'arbre, c'est qu'en fait, je vous disais qu'il vient faire un rôle de puits, il vient en fait rompre quelque part l'imperméabilité continue de nos villes et il va permettre tout simplement à l'eau de s'infiltrer. Donc peut-être que c'est un rôle un petit peu indirect, mais c'est un rôle qui est très 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 important finalement parce qu'il redonne de la perméabilité à nos villes. Donc, une étude, mais en fait, c'est ça. Je vous ai mis l'exemple d'Armson et al. Lui, il regardait l'écoulement sur une rue en asphalte, et puis après, il regardait le même écoulement, donc la même quantité d'eau, le même débit, qui faisait passer au travers de gazon, de surfaces gazonnées. Et puis, même les surfaces gazonnées permettent de réduire drastiquement le ruissellement, voire presque de l'arrêter complètement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que par rapport à notre arbre, c'est peut-être un rôle indirect, mais quand même très important. C'est que nos parcs ou là où ils sont plantés, ça va permettre vraiment de rendre de la perméabilité à notre sol. L'infiltration, elle est possible seulement à plusieurs conditions. La première, c'est que le sol soit pas trop compacté. S'il est compacté, il ne sera pas capable d'accumuler de l'eau et puis il ne faut pas qu'il soit déjà saturé en eau. C'est-à-dire que notre sol, indépendamment de notre arbre ou notre forêt urbaine, là, il va avoir une capacité de stockage aussi. Donc, si on arrive à cette limite de capacité de stockage, notre arbre pourra plus nous rendre service en termes d'infiltration. Donc, c'est sûr que c'est des éléments qui jouent un petit peu sur la capacité d'infiltration, mais comme je vous disais, on a déjà montré que ça pouvait réduire de 62 à 90% l'écoulement, encore une fois, dans des conditions de pluie qu'on juge normales, pas dans des événements climatiques extrêmes. Donc, un autre point important, en fait, c'est l'efficacité accrue de cette forêt urbaine quand elle est couplée, pardon, avec d'autres éléments. Ces autres éléments, ça peut être des toits verts. Et puis, Nature Québec a un magnifique toit vert que j'ai eu la chance de visiter sur son toit. Ben, ça, par exemple, c'est des éléments qui vont venir aussi diminuer la quantité de pluie qui va se retrouver, qui va saturer nos canalisations. Les pavements perméables, là où on plante nos arbres, c'est aussi des technologies, donc c'est l'image de droite, c'est aussi des technologies qui sont intéressantes. C'est sûr que d'un point de vue mise en place opérationnelle, c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas négligeable parce que ça s'harmonise avec notre forêt urbaine, avec nos plantations, puis ça vient permettre une infiltration de l'eau là sur une surface plus grande, donc on vient d'autant diminuer notre écoulement et puis s'assurer que notre arbre va avoir assez d'eau autour de lui lors des épisodes de pluie. Et puis après ça, il y a aussi des stratégies. Au lieu de planter un petit peu
des espèces de petites fosses circulaires, comme on voit souvent là dans nos trottoirs, où il y a un arbre au milieu. Mais on peut avoir des systèmes un petit peu plus longs, puis ça devient de plus en plus fréquent quand on se promène dans nos villes, puis c'est une très bonne chose parce que finalement, on va maximiser là, notre capacité à réduire l'écoulement des eaux. Donc enfin, l'absorption racinaire, un arbre, est-ce que ça consomme réellement beaucoup d'eau? La réponse est oui. L'absorption racinaire et puis l'évapotranspiration qui s'ensuit, donc ça va éliminer une partie de l'eau qu'on avait stockée dans le sol. C'est sûr que c'est très difficile à quantifier. On s'imagine bien là avoir un arbre devant nous, puis être capable de mesurer la quantité d'eau qui passe depuis les racines jusqu'à l'évaporation. C'est pas une mince affaire. Ceci dit, il y a des études qui sont intéressées à ça. Et, euh, et dans un système fermé où on contrôle toutes les entrées, toutes les sorties, il a été montré que ça pouvait représenter de 46% à 72% de la sortie d'eau du système fermé dans un dispositif d'étude. Pour les conifères, par contre, c'est un petit peu plus faible en termes d'absorption et d'évapotranspiration parce qu'ils sont plus efficaces pour garder leur eau que les feuillus. Donc, ça va être des bons atouts pour intercepter. Ça va être un petit peu, ça va être un petit peu des moins bons atouts pour absorber et réémettre en fait la quantité d'eau puisée dans le sol. Et puis, ben, juste pour vous donner un exemple, il a été montré que ça pouvait atteindre autour de 379 litres par jour. Je crois que il me semble que c'était un chêne. Je me souviens plus de l'espèce exactement, mais pour un arbre mature, là, donc déjà bien installé avec un bon diamètre, on voit que ça représente une quantité d'eau par journalière qui n'est pas négligeable non plus. Donc le choix des espèces, comme Étienne en parlait tout à l'heure, les traits fonctionnels, ça va être une bonne approche en fait, que ce soit pour la captation des polluants atmosphériques comme pour la captation des eaux de pluie. C'est une avenue intéressante pour nous aider en tant que gestionnaire à faire des choix sur quelle espèce je devrais mettre, à condition de ne pas se focaliser sur le LAI. Enfin, de se focaliser sur un seul trait, pardon, un seul trait fonctionnel, comme le LAI. Le LAI, c'est un proxy qui va nous permettre d'avoir une idée de la couronne de nos arbres, mais il y a certaines choses qui échappent à ça, notamment par exemple si notre couronne elle est pas très elle est pas très fournie en son centre ou des choses comme ça. Donc en fait, il faut essayer de prendre plusieurs traits fonctionnels pour avoir une approche optimale là, en les choisissant bien. Puis ça va nous permettre de choisir correctement nos espèces par la suite. Enfin, il y a aussi la question d'adapter nos espèces aux contraintes climatiques. Est-ce qu'on va avoir des sécheresses à l'été sur nos trottoirs? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Donc il y a cette question-là du choix qui doit être fait, qui n'est pas toujours facile à faire. Et puis, en fait, c'est ça, la meilleure approche, c'est de coupler plusieurs traits fonctionnels. Je vous donnais l'exemple que les résineux avaient une interception plus grande, mais une absorption racinaire plus faible. Ben, peut-être en essayant de varier nos stratégies comme ça, donc des espèces avec des larges couronnes et puis avec des espèces au contraire avec des fortes conductances qui permettent d'évapotranspirer beaucoup, on peut obtenir une stratégie qui est optimale. La dernière, ma dernière diapositive, c'est ma diapositive de conclusion, c'est qu'il faudra pas voir la forêt urbaine, je vous l'ai dit en introduction, comme une bouée de sauvetage. Ça va constituer un atout utile qui va nous aider à gérer nos eaux urbaines. Mais ce sera pas une solution de remédiation parfaite, un petit peu de la même manière que la captation des polluants atmosphériques. Ce sera pas ça la clé qui va nous permettre de dépolluer complètement nos villes. Quand on sera dans le cadre d'événements climatiques majeurs, et puis ça risque de se produire dans le cadre des changements climatiques à venir, c'est sûr que nos arbres là ne pourront pas faire grand-chose pour nous. Je vous ai mis la photo donc de Rigaud avec la rivière des Outaouais en 2017. Mais on entend beaucoup parler d'inondations ces dernières années. Faudra pas oublier que c'est ça, la forêt urbaine ne pourra pas complètement nous aider là-dessus. Ça va être juste un outil utile qui va nous aider dans la vie quotidienne, mais qui ne nous sauvera pas en cas d'événements exceptionnels. Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant.
Il nous reste tout juste le temps de finir avec le chapitre 5 et une petite conclusion rapide. Pour ceux qui ont le temps de prolonger après 15h30, on pourra rester présent pour répondre aux questions. Mais j'inviterai dans le fond Emmanuel à partager sa présentation. Bon, donc vous voyez mon écran, c'est bon? C'est parfait comme ça. Très bien. Donc, la dernière partie de ce mandat de revue de littérature touche la séquestration du carbone. Et le sujet donc, qui a été traité par David Grenier et on, c'est quelle est notre capacité actuelle à mesurer l'impact de projets de verdissement sur le potentiel de séquestration des forêts urbaines du Québec. Donc, on va commencer par une courte introduction. Ensuite, vous faire un petit tour sur ce que l'on doit inclure quand on parle de bilan de carbone des forêts urbaines. En troisième point, David a fait le topo des principales lignes directrices du GIEC pour quantifier les stocks de carbone. Ensuite, on va revenir sur des méthodes d'estimation des stocks de carbone en forêt urbaine et on va finir par une évaluation du potentiel de séquestration du carbone par les forêts urbaines du Québec. Donc, en petite introduction, les villes, elles représentent 7,5% de la superficie de la Terre et pourtant, elles sont responsables de plus de 66% de la consommation d'énergie mondiale et aussi d'au moins 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, en fait, ces chiffres nous justifient l'importance de réduire l'empreinte carbone des centres urbains. Tout ça dans le but, bien évidemment, de ralentir le rythme actuel du réchauffement du climat. Et dans ce contexte, oui, il y a des objectifs de réduction à atteindre aux échelles nationales et provinciales, comme nos gouvernements le font. Mais c'est aussi important de se concentrer sur les échelles régionales et municipales. Il y a plusieurs engagements et d'initiatives pour la lutte contre les changements climatiques qui ont été pris au Québec à l'échelle municipale, puis je vous en nomme certaines. Il y a trois villes canadiennes qui sont signataires de l'accord de Paris, Montréal, Oka et la MRC de Marguerite Diouville. 525 municipalités québécoises ont endossé la déclaration d'urgence climatique. 96 municipalités et MRC ont adhéré à la plateforme municipale pour le climat. Et les deux grandes agglomérations du Québec, Québec et Montréal, se sont dotés d'un plan d'action pour le climat dans lequel une priorité est donnée à la réalisation de nombreux projets de verdissement. Et elles se sont aussi engagées, ces deux municipalités, à viser la carboneutralité d'ici 2050. Donc, on voit que la lutte contre les changements climatiques est quand même, finalement, occupe une part des responsabilités de plusieurs municipalités. Par contre, on est confronté à un problème, c'est que les impacts des projets de verdissement restent difficiles à mesurer. Et pourquoi? Ça vous a déjà été dit dans les présentations précédentes, mais les inventaires en milieu urbain sont rares et puis quand ils sont présents, ils sont souvent fragmentaires. À Québec, par exemple, l'inventaire est assez précis, mais il ne touche que les arbres sur emprise publique. Donc, tout ce qui est sur des lots privés n'est pas inventorié. On a aussi de nombreuses incertitudes et des biais quand on réalise des estimations de stock de carbone, en particulier parce qu'on utilise des modèles qui souvent proviennent de données qui ne sont pas locales, par exemple des modèles qui sont calibrés avec des données des États-Unis. Et puis, la dynamique du carbone est encore assez méconnue finalement. Donc, dans ce contexte, l'objectif principal de cette revue de littérature, c'était d'établir le portrait des connaissances actuelles, des approches potentielles et des lacunes présentes. Tout précisément, effectuer un inventaire descriptif des grands principes et méthodes pour quantifier le carbone en forêt urbaine et le contextualiser en fonction de ce qui est fait au Québec. Ça, c'était le premier objectif spécifique. Et le deuxième, c'est de faire un état des connaissances sur le potentiel de séquestration de carbone des forêts urbaines du Québec. Alors, y a-t-il un consensus sur ce qu'on devrait inclure dans le bilan carbone des forêts urbaines? Première réponse, en tout cas, première question, la réponse est simple, selon l'auteur de la revue de littérature, c'est non. Pourquoi? Parce que les bilans carbone, ils sont très variables et ils varient en fonction des approches et des méthodes qui sont utilisées pour établir ces calculs, ce qui rend ardu les comparaisons entre les études.
Autre élément important, c'est la définition propre de ce qu'on appelle une forêt urbaine. Cette définition, elle peut être très variable en fonction des dimensions géospatiales que l'on considère. Par exemple, est-ce qu'on considère une limite administrative ou est-ce que notre forêt urbaine, on l'a définie à partir des limites du couvert forestier ou est-ce qu'on associe cette définition à une densité d'habitants, par exemple? Donc, ça peut être très variable selon les études. Et puis, il y a aussi tout l'aspect, toute la dimension biophysique, c'est-à-dire quand on parle de forêt urbaine, on considère quel réservoir? Bien souvent, le réservoir de la biomasse aérienne est concerné par notre définition de forêt urbaine. Des fois, on inclut le réservoir de la biomasse souterraine, mais par le biais d'un facteur de conversion. Puis, rarement, on va intégrer les réservoirs du sol, par exemple, ou du bois mort, et encore moins des produits du bois. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a des grandes variations sur le consensus de ce qu'on devrait inclure dans un bilan de forêt urbaine. Les lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux. Alors, pourquoi présenter les lignes directrices? Parce que c'est une référence internationale et finalement, ces lignes directrices, elles sont là pour guider les pays qui veulent, sur la façon finalement, la façon la plus appropriée de modéliser en fonction de leur contexte, de leurs ressources, de leurs moyens techniques. Le GIEC propose 2 approches pour modéliser les stocks de carbone. L'approche qui s'appelle différence des stocks et l'approche gain-perte. Je vais vous les décrire rapidement dans les prochaines diapos. Puis, ces 2 approches, elles peuvent être appliquées ensuite selon différentes méthodologies qui seront classées en tiers, tiers 1, tiers 2, tiers 3. Puis là aussi, je vais revenir là-dessus prochainement. Donc, l'approche différence de stock, on établit finalement la variation annuelle de carbone dans un réservoir donné en faisant la soustraction de la valeur de carbone à 2 moments donnés. Donc, la quantité de carbone au temps T2 qui est soustrait à la quantité de carbone du temps T1. Cette méthode, elle est indiquée lorsqu'on a des inventaires rigoureux et disponibles, bien évidemment, et puis aussi lorsqu'on a des différences importantes entre la biomasse estimée aux 2 différents inventaires. Donc, c'est peut-être pas approprié si on veut faire une analyse sur, mettons, un horizon de 5 ans, parce qu'en 5 ans, on n'aura peut-être pas une grande variation des stocks de carbone. La principale source d'incertitude, c'est la variabilité de l'échantillonnage qui est utilisé. L'autre approche, c'est l'approche gain-perte. Donc, à ce moment-là, la variation annuelle de carbone dans le réservoir, c'est une différence entre ce qui a été gagné dans le réservoir moins ce qui a été perdu. Donc, c'est une valeur de flux de carbone qui est attribuée aux différents processus, puis qui mène à des gains et à des pertes dans un réservoir donné. Cette méthode, elle est indiquée quand on a des estimations qui sont produites par des modèles qui utilisent les flux de carbone, et puis aussi quand aucune donnée d'inventaire n'est disponible. La principale source d'incertitude dans ce cas, c'est le modèle prédictif qui est utilisé. Actuellement, il n'y a eu aucune comparaison de ces 2 approches en forêt urbaine, donc on ne peut pas vraiment les comparer en termes de précision, de fiabilité. Par contre, selon le GIEC, toutes les 2 seraient à peu près également valides. Et le principal, finalement, le critère qui ferait qu'on choisirait une méthode plutôt que l'autre, ça serait vraiment la disponibilité des données. Aussi, la méthode diffère par la différence des stocks, elle peut être à privilégier quand, donc là, je viens de le dire, quand on a un inventaire qui est suffisamment complet. Qu'est-ce que c'est que les tiers 1, 2, 3? C'est une autre façon de classer les méthodes de calcul des stocks de carbone. La méthode des tiers 1, c'est une méthode qui est vraiment basée sur des données génériques qui proviennent du GIEC. Donc, souvent, ce sont vraiment des paramètres, des modèles génériques qui sont même qui peuvent être utilisés à l'échelle mondiale. Donc, ce sont des modèles où généralement l'utilisation est relativement facile. Excusez-moi. Mais la précision des résultats est moindre parce qu'on utilise des valeurs qui sont des grosses moyennes de plusieurs écosystèmes, par exemple. Et puis, comme je disais, on peut avoir des valeurs à l'échelle mondiale. Donc, c'est un mélange de données de forêts, de différents écosystèmes. Le tiers 2, à ce moment-là, on est un peu moins générique, un peu moins global. On va utiliser des données qui sont spécifiques au pays donné ou à une région d'étude. Donc, dans ce cas, on a des données qui sont plus détaillées.
et qui vont procurer une meilleure résolution. On vient de gagner en précision et en résolution, mais peut-être qu'on a perdu aussi, par contre, en facilité d'utilisation. Puis le tiers 3, ce sont vraiment les méthodes qui reposent sur les modèles les plus complexes. À ce moment-là, on a des inventaires beaucoup plus exhaustifs, on a des conditions qui sont adaptées on a des paramètres, des modèles qui sont adaptés aux conditions de l'aire d'étude. Et aussi, ce sont des méthodes qui reposent sur un nombre de données important, donc des répétitions dans le temps. Donc là, on est vraiment dans les modèles qui sont les plus précis, mais on s'entend que quand on parle de modèles plus complexes, souvent, ça va aller avec une complexité de travail, donc une facilité d'utilisation moindre. Puis, élément intéressant, seules les méthodes du tiers 3 permettent d'intégrer dans les calculs le carbone dans le sol. Vous voyez, les méthodes gain-perte, elles sont disponibles selon les 3 tiers, alors que quand on est en différence de stock, ce sont des méthodes uniquement de tiers 2 et de tiers 3. Comment estimer les stocks de carbone? Là, c'est un petit peu plus technique, là, c'est différentes approches. La recherche, elle s'est surtout concentrée sur la façon de calculer la biomasse aérienne des arbres. Donc, on touche très peu aux autres réservoirs, un petit peu aux réservoirs des racines, mais peu de données ont été trouvées pour les autres réservoirs. Donc, c'est surtout documenté pour le réservoir de la biomasse aérienne. On a tout d'abord des méthodes directes de mesure des stocks de carbone. Si on parle de méthode directe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'extrapolation, pas d'estimation intermédiaire, puis ça repose sur des mesures d'individus. La première méthode, c'est l'échantillonnage destructif. C'est pas compliqué, on abat les arbres et avec les échantillons qu'on a, on est capable de mesurer la biomasse et d'en déduire les stocks de carbone. Donc, c'est une méthode qui est très précise. Par contre, on s'entend, c'est une méthode qui est mal adaptée au contexte urbain parce que on perd les arbres qu'on a mesurés, et c'est pas ce qu'on veut. On veut au contraire maintenir la canopée. Mais c'est une méthode qui est très intéressante quand elle est jumelée à d'autres méthodes indirectes, comme le développement d'équations allométriques que je vais vous décrire tout à l'heure. Et ça permet aussi, ces données destructives, elles peuvent être utilisées aussi pour la validation de modèles. Donc souvent, c'est une méthode qui est utilisée conjointement à d'autres. Deuxième méthode directe, l'estimation par la télédétection. Donc à ce moment-là, on évalue la biomasse et le carbone à partir de facteurs de conversion qui sont appliqués à la volumétrie de l'arbre. L'avantage, c'est qu'on n'est pas dépendant des équations allométriques. Par contre, les inconvénients, c'est que ça nécessite quand même plusieurs facteurs de conversion qui peuvent créer une incertitude supplémentaire. Et puis, par la télédétection, on se concentre sur la biomasse aérienne, on n'est pas capable d'aller chercher les autres réservoirs. Donc, un petit résumé, c'est pour ceux pour qui la télédétection, ils ne sont pas vraiment au courant de ce que ça implique, toute cette façon de mesurer le stock de carbone. On fait des relevés LIDAR, ce qui permet d'acquérir un nuage de points. Là, vous avez l'exemple d'une rue qui fait l'objet d'un relevé. Il y a différents types de relevés LIDAR. Ça peut être terrestre, mobile sur une voiture, aérien sur un drone, satellitaire. Donc, il y a quand même, c'est une technologie qui est en pleine expansion et qui est très, très utilisée actuellement. Une fois qu'on a les relevés LIDAR, les nuages de points, on fait l'individualisation des arbres, c'est-à-dire qu'on va segmenter le nuage de points pour sortir les arbres. Puis vous voyez, c'est vraiment ce type de résultat qui sort. Donc, on a vraiment une vue 3D de l'arbre par le nuage de points. On modélise justement la forme, la géométrie de l'arbre. On est capable d'en déduire le volume de l'arbre. Et une fois qu'on a son volume, on peut estimer la masse de l'arbre quand on connaît sa densité et en convertir les quantités de carbone qui sont contenues dans la biomasse aérienne. Il y a quand même des limites actuellement. Les facteurs de conversion qui sont utilisés ne sont disponibles que pour le compartiment du bois. Donc, on extrapole à ce moment-là les autres composantes de l'arbre, comme les écorces, les feuilles, elles ne sont pas considérées dans cet exercice. On n'a aussi aucun facteur de conversion spécifique aux arbres en milieu urbain. Et aussi, il existe des variations de densité de bois selon les essences, selon les régions, et souvent on utilise des facteurs génériques, des facteurs uniques. Dernière méthode, les modèles, ce qu'on appelle les modèles compréhensifs de simulation. Ce sont des modèles mécanistiques exhaustifs qui peuvent être, certains sont généralistes, d'autres sont spécifiques aux forêts urbaines. Ce sont des outils puissants
qui permettent de tester plusieurs scénarios. Donc, c'est intéressant. Par contre, la précision des résultats, elle dépend de la qualité et de la quantité des données qui sont utilisées pour construire les modèles, puis évidemment de la précision de ces modèles. Attendez, j'ai oublié les équations allométriques. Je suis désolée, je suis allée trop vite. Bon, on revient, retour en arrière. Je ne vous avais pas présenté les équations allométriques. Donc, ce sont des modèles mathématiques qui sont capables de mettre en relation. On est capable de déduire la biomasse ou le volume de l'arbre à partir de variables qui sont faciles d'accès, qui sont facilement mesurables, comme le diamètre ou la hauteur. Donc, les équations allométriques qui figurent donc parmi les méthodes indirectes, là, les méthodes d'extrapolation des stocks de carbone, elles sont efficaces parce qu'on peut les appliquer à large échelle, mais leur développement est coûteux et peut être long en ressources et en temps. Donc là, je fais un petit zoom sur les équations allométriques. Actuellement, les modèles allométriques qui sont disponibles, ils sont peu satisfaisants parce que généralement, les équations disponibles sont dérivées des forêts naturelles. On a pratiquement pas de données en forêt urbaine. Elles concernent des espèces très limitées, puis souvent sont des espèces forestières commerciales. Et puis aussi, quand on en a, elles reposent sur des données de forêts qui ne sont pas forcément canadiennes, mais qui seraient plus des États-Unis. Donc, quand on réalise des calculs à partir de ces équations, il y a des biais importants dans les estimations. Une bonne nouvelle, en 2021, il y a une étude qui est sortie de Wood et Duprat. On est vraiment dans un contexte québécois. Ils ont utilisé l'inventaire de la ville de Québec. C'est un projet qui traite 70 essences et qui permet de prédire la hauteur totale, la hauteur de la base de la couronne et le diamètre de la couronne en fonction du DHP, à partir donc des données d'inventaire fournies par la ville de Québec. Par contre, il n'y a pas eu de validation terrain des équations allométriques de volume, ce qui fait que l'estimation de la biomasse aérienne, finalement, elle comporte un niveau d'incertitude qui est supérieur aux méthodes plus directes. Autre limite, dans leurs équations, ils ne considèrent pas le site. Est-ce que l'arbre est en milieu naturel? Est-ce qu'il est est-ce que ce sont des arbres de rue? Donc, les conditions de croissance, les milieux de vie des arbres ne sont pas considérés et ça peut être problématique parce finalement, la biomasse est beaucoup plus variable en milieu urbain qu'en milieu naturel, puis elle est influencée justement par le site de vie des individus. David est en train de faire un doctorat, puis ces 2 premiers chapitres concernent la production d'équations allométriques. Donc, son objectif, c'est de développer des équations qui vont permettre d'estimer la biomasse et les taux de croissance des arbres urbains en se basant sur des données LIDAR et des observations directes et en considérant les différentes conditions de croissance. Donc, on a beaucoup d'espoir avec les résultats de son doctorat. Lui, il va utiliser les données d'inventaire de la ville de Montréal. Il s'est concentré sur les 5 principales essences disponibles dans les inventaires de Montréal, donc l'érable argenté, l'érable de Norvège, le frêne d'Amérique, le tilleul à petite feuille, le févier d'Amérique. Et il a une catégorie autre aussi qui intègre les essences qui ont été plantées plus récemment. Il est parti des 5 essences les plus présentes dans l'inventaire, puis toutes les autres, il les a intégrées dans une catégorie autre. Et ces équations allométriques, il va les construire à partir des données prédictives qui sont le diamètre à hauteur de poitrine, la hauteur totale, la dimension de la couronne et la densité du bois. Donc, il va considérer la densité du bois et le couvert forestier. Donc, on a bien hâte de voir ces résultats. Dernière méthode indirecte, c'est les fameux modèles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je ne reviendrai pas sur le tableau. Puis, je vais surtout vous présenter 2 exemples, ça va être plus concret. Le premier modèle, c'est iTree, qui est un modèle produit par le USDA et développé pour les États-Unis à partir de données des États-Unis. C'est le modèle le plus utilisé pour faire des analyses de forêts urbaines en Amérique du Nord. Il est très complexe, il permet beaucoup de choses, il est constitué de plusieurs modules. En gros, c'est un outil décisionnel pour réaliser des patrons de plantation d'arbres. Nous, on l'utilise dans le cadre du projet pour estimer les services rendus par les arbres, nos fameux 3 services écosystémiques, la pollution, la captation des pollutions, la captation des eaux de pluie et la séquestration du carbone. Les résultats qu'on va produire dans le cadre du projet avec le ministère de l'Environnement, c'est à partir d'iTree. Et il fournit aussi des protocoles pour la collecte de données. Il y a quand même
les incertitudes qui sont associées aux prédictions d'iTree sont peu documentées. Il y a une étude qui a comparé 15 villes aux États-Unis, puis là, on avait des données d'incertitude qui oscillaient entre 11 et 13% pour les évaluations de stock de carbone. On n'a pas de données pour des villes canadiennes, encore moins québécoises, et on devrait s'attendre, en tout cas, l'incertitude devrait être supérieure parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le iTree utilise des données, des paramètres, il est paramétré à partir des données américaines. Donc, même si on n'est pas loin de la frontière, ce n'est pas tout à fait les mêmes situations. Deuxième modèle sur lequel on avait beaucoup d'espoir quand on a commencé le projet, SilverCity, parce que c'est un modèle québécois qui est monté par une équipe de l'Université du Québec à Montréal. Et ce modèle, en fait, il devrait, quand il sera terminé, parce qu'il est en cours d'élaboration et malheureusement, il n'a pas beaucoup, en tout cas, on a à de nombreuses reprises communiqué avec l'équipe de développement et vraisemblablement, ils n'ont pas beaucoup avancé dans la dernière année parce qu'on n'a pas eu de nouvelles, mais ultimement, c'est un modèle qui permettra le géoréférencement et la cartographie des arbres urbains en milieu urbain. Donc là, vous avez un exemple. En fait, il y a une version bêta qui le permet déjà. Il va aussi permettre d'évaluer la diversité fonctionnelle d'un secteur en ville. Ce modèle va aussi permettre de faire des analyses de risques biotiques et abiotiques qui sont présents ou qui sont futurs en contexte de changement climatique en fonction des essences qu'on a recensées. Et puis aussi, il permet d'évaluer des valeurs quantitatives et économiques des bienfaits produits par les arbres, notamment la séquestration du carbone. Pour finir, quel est le potentiel de séquestration du carbone par les forêts urbaines du Québec? Actuellement, on a un gros manque de connaissances. Il y a quelques municipalités qui ont fait l'objet de quantification des stocks et du taux de séquestration du carbone, mais ces études ont des biais importants. Tout d'abord parce on l'a déjà dit, on a des inventaires qui sont fragmentaires, parce qu'on utilise des équations allométriques qui ont des limites, qui ne sont pas forcément adaptées au contexte urbain québécois. Et puis, on utilise des méthodes d'approximation pour compenser le manque de données locales, mais qui ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Il y a une étude, quand même, en 2016, qui a permis d'estimer finalement le niveau de séquestration des forêts urbaines du Québec. En fait, c'est une étude canadienne qui se concentre sur les réservoirs biomasse aérienne et biomasse racinaire et qui fait deux portraits, un en 1990 et un autre en 2012. Le portrait est basé sur 200 000 points d'échantillonnage, mais ils utilisent une méthode du tiers 2 basée sur une constante. Donc, ils ont appliqué un nombre de tonnes de carbone par hectare. Donc, c'est une méthode quand même assez simple. On regarde l'étendue du territoire d'étude, et bien, il y a trois unités, ce qu'ils appellent des unités de réconciliation. Il y a 3 unités de réconciliation qui couvrent le Québec. Et pour ces 3 unités, en 1990, on avait un stock de carbone d'à peu près 7500 kilotonnes. Si on regarde par rapport à tout le secteur d'utilisation des terres, de changement d'affectation des terres et de la forêt, là, qui est le secteur, je dirais, ressources naturelles du GIEC, le volet foresterie urbaine, il correspond à même pas 1%. En fait, le stock de carbone contenu en forêt urbaine est même pas équivalent de 1% du stock de carbone séquestré dans l'ensemble des milieux naturels du Canada. Si je peux résumer, utilisation des terres, changement d'affectation des terres et forêt. Donc, c'est très peu. Par contre, à l'échelle de la forêt urbaine, du milieu urbain, la forêt urbaine du Québec couvre 23% de la forêt urbaine canadienne. Donc, c'est quand même pas rien. On a le quart des forêts urbaines au Québec. En conclusion, quelle est notre capacité actuelle à mesurer l'impact de projets de verdissement sur le potentiel de séquestration des forêts urbaines au Québec? Notre capacité est limitée. Plusieurs outils et méthodes sont disponibles au Québec, mais on a quand même de nombreuses incertitudes sur les résultats qui sont fournis, malgré des avancées récentes quand même intéressantes au niveau technologique et de la modélisation. On a aussi un manque de données locales et régionales sur les forêts urbaines. Malheureusement, le Québec dépend encore de données provenant des États-Unis ou de la forêt naturelle pour réaliser des estimations de stock de carbone dans ces villes.
quelles approches seraient les plus appropriées? L'approche gain-perte semble quand même actuellement être le choix à préconiser. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà dit, on a des inventaires forestiers qui sont insuffisants et parcellaires. Et puis aussi, cette méthode permet une plus grande souplesse dans le choix des méthodes. Par contre, il y a de l'espoir. Le développement d'équations allométriques s'avère nécessaire pour tenir compte des conditions de croissance diversifiées et locales qu'on retrouve en milieu urbain, et des projets sont en cours. Là, on a eu en 2022 Wood et Duprat, puis on va avoir Grenon et Hall sûrement en 2023. Et puis, la combinaison de méthodes indirectes d'équations allométriques et l'utilisation des technologies LIDAR et de l'intelligence artificielle semble quand même avoir un potentiel intéressant pour améliorer les estimations de stock et de séquestration du carbone. Donc, c'est sûrement dans cette direction qu'on va s'en aller. On est déjà d'ailleurs en chemin. Le potentiel de séquestration carbone des forêts urbaines, oui, les forêts urbaines peuvent contribuer aux efforts nationaux. C'est sûr que la contribution est faible, on a vu moins de 1%, mais par contre, elle est considérable quand on compare le Québec à l'ensemble des provinces canadiennes. Actuellement, ce sont des approximations indirectes et le mot de la fin, ça serait que le Québec aurait fort avantage à centrer ses efforts dans l'instauration à long terme d'inventaires forestiers urbains systématiques et standardisés entre les municipalités. S'il était outillé de tels inventaires, il serait capable d'avoir une estimation quand même assez fidèle des stocks de carbone dans ces forêts urbaines. Et je crois que c'est la dernière. Oui. Merci beaucoup, Emmanuel. On a dépassé un petit peu le temps. Il me reste une petite conclusion à faire, donc je vais essayer de finaliser ça rapidement. Je vous partage mon écran à l'instant. Et après ça, on va rester disponible encore quelques minutes pour s'il y a des questions, si vous voulez, si vous avez des questions sur les présentations. Donc, en conclusion, on a vu 5 chapitres de la revue de littérature, les 5 chapitres. On peut facilement dire que favoriser les projets de verdissement urbain peut être bénéfique pour les services écosystémiques. Mais qu'il faut quand même le faire de façon réfléchie en intégrant les dernières connaissances. À cet effet-là, on voit un intérêt vraiment marqué dans la recherche pour la forêt urbaine et les connaissances avancent rapidement. Donc, il faut se mettre à jour fréquemment. Donc, en ce sens-là, la revue de littérature qu'on vient de produire peut être intéressante. On va la partager là, effectivement là, avec tout le monde. Ça va être accessible dans les prochains jours. Le choix des essences employées va être également important pour les services qu'on va soutirer de la forêt qui est de la forêt urbaine. Donc, c'est important pour assurer d'un premier point, c'est d'assurer la survie, la croissance et la santé des arbres pour qu'ils puissent fournir les services pour lesquels on les a plantés. Ensuite, on peut voir des interactions justement entre les polluants qui vont être captés et ceux qui vont être émis par les arbres, comme Vincent nous présentait tantôt. Donc, c'est important de prendre en considération ces interactions-là. Un élément très intéressant qu'on a vu, c'est que augmenter la proportion de conifères, ça pourrait être intéressant, surtout dans notre contexte au Québec, où on plante majoritairement des feuillus en milieu urbain, alors que les conifères vont occuper une composante vraiment importante en forêt naturelle. Les conifères vont offrir les services tout au long de l'année. En général, c'est des faibles émetteurs de COVB, surtout des COV qui vont être un petit peu moins réactifs au niveau de la formation de zones. Et également, ça pourrait contribuer à augmenter la biodiversité dans nos forêts, donc parce qu'il y a relativement moins de conifères en forêt urbaine actuellement. Également, on a besoin de davantage de données en quantité et en qualité pour mieux quantifier les services écosystémiques qui sont fournis par la forêt urbaine, surtout dans notre contexte au Québec. On a vu qu'on se base beaucoup sur les données qui proviennent des États-Unis et souvent des données basées sur des milieux non représentatifs.
on n'a pas besoin d'aller bien loin pour comprendre qu'un arbre, si on regarde un érable en forêt urbaine versus un érable en forêt naturelle, n'a pas la même forme, n'a pas la même taille, n'a pas le même fonctionnement. C'est important également de considérer l'impact des changements globaux dans le développement futur des forêts urbaines. Un des meilleurs exemples, c'est la grille du frêne qui nous a frappé. C'est hallucinant la rapidité avec laquelle cet insecte s'est propagé dans nos forêts et a affecté la composition et les services qu'on en soutire. Donc, des solutions peut-être intéressantes à considérer en forêt urbaine. Il y a la migration assistée des essences et des provenances. Donc, on peut peut-être commencer à anticiper, planter des arbres dont la génétique est peut-être plus adaptée au contexte urbain et au climat futur. Et également, on le répète souvent, mais on s'en rend compte avec la présentation qu'on vient de vous faire aujourd'hui, c'est important d'augmenter la biodiversité de nos forêts urbaines, que ce soit la biodiversité en termes d'essence, d'espèces, mais aussi en termes de traits fonctionnels en fonction selon les fonctions que les arbres vont pouvoir nous fournir et leurs traits. Et également, c'est ce dernier point, les revues de littérature disponibles demain et diffusion la semaine prochaine. Je termine 2 petites diapositives pour vous mentionner que les stages MITAX avec Étienne et avec David se poursuivent. Donc, on vous a montré que le projet se terminait là, à l'automne. On va pouvoir intégrer la classification de 35 essences retrouvées au Québec à partir des traits fonctionnels. Donc, c'est le travail qu'Étienne est en train d'accomplir présentement. Donc, ça va être vraiment intéressant pour comprendre justement là, quelles essences, selon les traits foliaires, pourraient être avantageuses dans nos forêts, dans nos villes. Et David va continuer son développement d'équations allométriques, des résultats très, très, très attendus de notre part pour mieux comprendre la quantité de carbone qu'on peut retrouver dans ces milieux-là. Et les prochaines publications aussi, donc j'attire votre attention sur, on va finaliser un guide sur l'utilisation de iTree, qui a une version préliminaire, là, mais qu'on veut continuer à peaufiner. Et ça va être le premier guide en français disponible. On va le partager aussi avec l'organisme, avec l'équipe de iTree. Donc, ils vont le mettre en ligne sur leur site, puis ça va être disponible. Un rapport sur les études de cas. Donc, chaque étude de cas va avoir un petit rapport qui va présenter le contexte et tous les résultats. Donc, à Montréal, à Victoriaville et à Québec. Donc, j'en profite pour remercier encore ces villes-là qui participent vraiment bien avec nous. C'est vraiment très, très, très apprécié. Et on va avoir un gros rapport qui va intégrer à peu près tous les résultats, les conclusions qui vont être générées par tout ce projet-là. On va les compiler dans un gros rapport qu'on appelle les propositions de mesures de verdissement qui va venir à l'automne prochain. Et enfin, la mise en place d'un projet pilote de verdissement à Québec avec Nature Québec d'ailleurs. Et on a bien hâte de mettre la main à la terre, on pourrait dire ça. Et je termine sur une image de nos partenaires. Donc, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à nos présentateurs pour l'excellente présentation que vous nous avez offerte. Et je vous invite, si vous avez des questions, à les poser tout de suite. Et également, l'enregistrement de la présentation sera disponible aussi, là. Merci.